pense quelques secondes quand même pour tous vous remercier, vous dire le plaisir qu'on a d'être ensemble, hein, malgré la distance. Je remercie Saïd pour cette invitation. Je remercie vraiment toute l'organisation de l'AMCAR, effectivement, qui vous êtes nos amis et vous nous manquez beaucoup. Donc là, on est dans une session qui est, je dirais, contradictoire, qui est une controverse. Donc, je vais prendre naturellement le contre-pied de ce que vient de nous exposer Benjamin, brillamment d'ailleurs. Donc, il ne faut pas qu'il m'en veuille. Je vais forcer le trait un petit peu, mais je me plie, disons, à la règle du jeu. Et je vais essayer de vous démontrer que jusqu'à présent, eh bien, on gérait dans la mesure où on faisait correctement notre travail, on gérait, je pense, correctement les RAC sans avoir besoin de ces nouvelles technologies qui, au demeurant, sont tout à fait passionnantes. Alors, je voudrais, si j'arrive à avancer, toc, 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 ça n'avance pas, suivant. Je voudrais juste resituer la situation. C'est la valvulopathie la plus fréquente à laquelle nous ayons affaire actuellement. Hein. Si on y associe les valvulopathies du cœur gauche, souvent les insuffisances mitrales dégénératives qui surviennent chez les sujets âgés, eh bien, ça représente 66% des valvulopathies. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. Un vrai problème de santé publique, et peut-être qu'on a autre chose à faire que de passer à l'IRM tous nos patients qui sont souvent très âgés. Hein, le RAC, en dehors de la bicuspidie sténosante du sujet relativement jeune, c'est essentiellement des patients âgés qui ont des comorbidités. Et effectivement, actuellement, on est envahi par des publications sur cette approche multimodalité. Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est de savoir si effectivement on a besoin de ça pour évaluer la sévérité du RAC, pour suivre le patient, déjà, on n'a pas parlé des symptômes jusqu'à présent, c'est quand même assez extraordinaire, et éventuellement de décider du moment du remplacement. Alors, je vais balayer très rapidement le problème les symptômes. Dans un rétrécissement aortique, c'est une indication formelle à un remplacement valvulaire aortique. Donc, il n'est pas question d'aller faire du strain ou de l'IRM sophistiqué chez un malade qui a des symptômes. Il a un RAC serré selon les critères encore actuels des recommandations de 2017, un gradient supérieur à 40, une Vmax supérieure à 4 mètres, une surface inférieure à 1 cm², il est symptomatique. Il n'y a pas à discuter là, hein. On ne perd pas notre temps, et on sait depuis cette belle slide qui est fort connue de Ross et de Braunwald, 1968, que dès qu'on a un symptôme, le pronostic vital du patient est engagé. Donc là, le problème est réglé. Notre vrai problème, c'est quoi? C'est les RAC asymptomatiques, c'est ceux qui vont nous poser vraiment problème. Ils ont les mêmes critères de sévérité. Alors, qu'est-ce que nous dit les recommandations de notre point de départ? C'est quoi? Il faut les opérer quand ils sont asymptomatiques, mais que la fraction d'éjection est inférieure à 50, quand ils sont asymptomatiques, mais quant au test d'effort, la fonctionnalité du RAC. Voilà qu'on nous parle de la fonctionnalité du RAC. Et c'est notre vraie vie, ça. Le malade est asymptomatique, mais on ne sait pas ce qu'il fait, même pour un petit effort. Et là, quand il est symptomatique, c'est une recommandation de type 1C. Et quand la chute tensionnelle, quand on a une baisse tensionnelle lors de l'épreuve d'effort, c'est également une indication. Et puis, on a appris avec le temps de repérer les RAC à risque, c'est-à-dire quand la Vmax est très élevée, quand les valves sont très calcifiées, ça on le voit quand même, quand l'évolutivité du RAC est sévère, quand le BNP est 3 fois, on va le revoir le BNP, les biomarqueurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait partie aussi des nouveaux signes qu'on va étudier, est élevé, quand on a une PAPS supérieure à 60 mm au repos, bien qu'un malade qui a une PAPS supérieure à 60 au repos et qui soit asymptomatique au sens absence totale de symptômes, même à l'effort, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, ces facteurs de risque, je ne vais pas les détailler, vous les connaissez tous, je vais insister sur surtout la fraction d'éjection, et je vais parier sans trop de risque, je pense que ce seuil du 50% va se modifier dans les prochaines recommandations qui vont, je pense, être publiées l'année prochaine, et qu'on va effectivement remonter ce seuil à 55%, parce qu'on voit effectivement qu'en termes de suivi, eh ben, le 50% est beaucoup trop bas, et qu'à partir de 55%, là on commence franchement à s'inquiéter. Alors c'est ça le vrai objet, parce que la FE, tout le monde sait que c'est quand même pas un paramètre très robuste pour analyser la dysfonction fine du myocarde, et qu'on aimerait peut-être dans certains cas dépister une dysfonction infraclinique et de céder
d'autres paramètres comme le strain, on va le voir, ou l'IRM, et c'est ce que vient de nous montrer Benjamin brillamment. Donc c'est vrai que la fraction d'éjection à 50, je pense qu'elle est insuffisante et qu'on va la remonter indiscutablement un petit peu plus haut à 55. Et les autres paramètres, l'OG dilaté, on imagine que si les pressions de remplissage augmentent, l'OG va augmenter. Sylvestre Maréchaux nous a démontré, ça a l'air d'être une lapalissade, mais que c'est vraiment sur les racks serrés que le pronostic est engagé lorsque la surface est inférieure à 0,6 cm². Et puis là, récemment, il y a ce papier de Bobot sur la dysfonction droite avec la mesure du TAP-C. Mais quand on regarde de près cette publication, eh bien, il y a des rats moyennement serrés et que la surface est inférieure à 1,3. Vous serez d'accord avec moi qu'une surface inférieure à 1,3, c'est quand même pas très sévère. Et là, dans le papier, on mélange les symptomatiques et les asymptomatiques. Alors, c'est sûr que si le malade est symptomatique et qu'il a déjà une dysfonction ventriculaire droite, le paramètre va sortir, mais ce qui nous intéresse, c'est effectivement les patients asymptomatiques. Et on sait très bien qu'il peut y avoir bien d'autres causes de dysfonction ventriculaire droite. On vient de parler de l'amylose, il y a la BPCO, la coronaropathie, on a affaire à des gens âgés. Et donc, si on se fixait sur l'examen, sur ce paramètre de façon isolée, eh bien, on risquerait de faire des remplacements valvulaires un peu précoces et surtout, on n'atteindrait pas notre objectif qui est de bénéficier, de donner un bénéfice clinique et pronostic aux patients. Donc, on en est là. Est-ce qu'il faut faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire analyser le caractère fonctionnel d'un rétrécissement aortique serré asymptomatique, en ayant pris soin de bien sélectionner les patients à risque, et ça en les surveillant, je dirais, comme le lait sur le feu, ou est-ce qu'on est vraiment obligé de partir dans des examens qui coûtent de l'argent, qui ne sont pas disponibles, et est-ce qu'on a assez de preuves actuellement pour les rendre totalement indispensables. Et je vous rappelle que dans ce papier, on nous marquait que ces éléments allaient nous aider dans la précision du remplacement valvulaire. Mais ça, je ne veux pas dévoiler le topo d'Éric qui nous a rejoint. Alors la première des choses, c'est d'éviter les pièges. On en a parlé, je ne vais naturellement pas revenir sur tous les pièges. Vous êtes des spectateurs assidus des formations de l'AMCAR et vous savez parfaitement déjouer ces risques, ces pièges. Vous savez qu'il ne faut pas indexer à la surface corporelle quand vous avez des patients qui sont en surpoids. Vous allez faussement avoir des racks sévères. Vous savez surtout que le grand piège, c'est les faux bras gradients parce qu'on n'a pas pris le soin de multiplier les incidences, et avec un peu le métier, ben, je peux vous assurer qu'il y a des incidences qui marchent très bien, qu'on utilise rarement, comme le sous-costal. Donc, méconnaître un rack serré, c'est prendre le risque de voir se dégrader la situation clinique et l'hémodynamique, parce que vous avez pris ce rack pour un rack pas serré, et on va vous dire après, ah bah oui, mais le rack est peu serré, il aurait fallu l'opérer plus tôt. Non, c'est simplement que le travail en amont de quantification du rack n'a pas été fait. L'hypertension pendant l'enregistrement, hein, il y a, en préparant ça, j'ai vu une publication vraiment qui date de quelques jours, qui insiste beaucoup sur la sous-estimation de la sévérité du rack quand vous avez une post-charge, une hypertension artérielle importante pendant l'enregistrement. Et puis les faux bas débits paradoxaux, c'est-à-dire quand vous avez un troisième espace, une IM, une CIA, eh bien, ce qui passe ailleurs ne va pas passer par l'aorte et obligatoirement vous allez avoir des bas gradients qu'il faudra effectivement se méfier, et probablement que dans ces cas-là, il faudra peut-être avoir recours à d'autres techniques. Donc le vrai problème, c'est le dépistage des patients faussement asymptomatiques. Et là, la littérature est riche. Il y a de quoi faire pour nous montrer que, premièrement, c'est un examen si le malade est vraiment asymptomatique qui n'est absolument pas dangereux, et qu'on retrouve dans les publications jusqu'à 67% de RAC qui sont des faux asymptomatiques. Alors, il faut vraiment savoir de quoi on parle. S'ils sont symptomatiques, ils doivent être opérés. On ne va pas les suivre. S'ils sont asymptomatiques, l'épreuve d'effort est une technique royale pour les suivre, car effectivement, s'il n'y a pas de symptômes, il y a une excellente valeur prédictive négative de mort subite. Par contre, si, et ça on rejoint les recommandations, s'il y a une épreuve d'effort faite, pas une fois, mais régulièrement, à chaque fois que vous voyez le malade, eh bien là, vous savez qu'il y a une incidence importante de mort subite dans l'analyse. Donc, je vous rappelle très brièvement les critères de positivité. C'est un malade qui a des symptômes pendant l'épreuve d'effort et une chute tensionnelle. Et de telle sorte que certains d'entre les auteurs qu'on a pu voir dans les papiers nous disent que c'est vraiment raisonnable d'évaluer la stratégie de l'intervention par rapport à l'épreuve d'effort. Vous avez un rack serré
qui est symptomatique à l'effort, il faut le faire opérer. S'il a un RAC moyennement sévère et qu'il est symptomatique à l'épreuve d'effort, il faut vous poser des questions sur la validité de votre quantification de RAC. Peut-être que vous êtes trompé, peut-être que vous n'avez pas fait très bien votre travail, ou bien il y a une autre cause, il y a peut-être une coronaropathie associée. Donc, ces multimodalités. Alors, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais l'écho d'effort a disparu. Vous avez vu des recommandations de 2017. C'était pas très surprenant parce que c'était une étude qui était avec assez peu de malades, qui n'a pas été confirmée par d'autres études. Et c'est vrai que l'augmentation seule d'un gradient supérieur à 20 mm de mercure, eh bien, on a bien montré que ça n'était pas un facteur prédictif d'événements chez ces patients, et donc ça a été supprimé, de même que l'hypertension artérielle pulmonaire d'effort, je dis bien d'effort, supérieur à 60 mm de mercure. On a appris effectivement que c'est clair que si vous faites 200 watts et qu'au bout de ces 200 watts, vous avez 60 mm de mercure, c'est pas un paramètre bon, et on nous a confirmé, et c'est un peu une lapalissade, que c'était les RAC les plus sévères qui avaient le moins bon pronostic. Pourtant, moi, c'est une technique que je continue à faire et à apprécier, parce que en dehors de ce gradient, eh bien, on peut voir un petit peu la dysfonction ventriculaire gauche à l'effort, c'est-à-dire montrer bien qu'il y a une espèce de réponse biphasique. Il y a un moment où le ventricule gauche n'est plus capable de pousser sur un RAC sévère, et là, cette étude hémodynamique est franchement très intéressante. Alors, le scanner dont on vient de nous parler, en particulier sur la surface, on nous a rapporté ce papier de Miners, ce qui est tout à fait essentiel, où on nous dit, en écho, le gradient moyen, c'est pas bien coordonné avec la surface, et la Vmax n'est pas bien coordonnée avec la surface. Par contre, gradient moyen et Vmax sont parfaitement bien corrélés. Alors, qu'est-ce que nous donne le scanner? Effectivement, il va nous donner la forme, vous savez tous, la forme de l'orifice qui n'est pas rond, mais ovalaire, et nous, on prend le petit axe, donc on se trompe en termes absolus et on sous-estime la surface par rapport au scanner. Mais quand on regarde vraiment les surfaces obtenues au scanner, on n'a pas plus d'amélioration de corrélation, avec le gradient transvalvulaire et la concordance gradient-surface. Donc on a peut-être une surface un petit peu plus élevée, mais en termes pronostiques et en termes de corrélation avec le gradient moyen et la Vmax, eh bien, on n'a pas d'avantage. Donc on va naturellement utiliser le scanner quand on a des soucis d'évaluation, bien évidemment, mais ça reste quand même une niche, et ça n'est pas si fréquent que ça, sauf quand on a des polyvalvulopathies comme une insuffisance mitrale associée. Alors, ce fameux score calcique dont on vient de nous parler, alors premièrement, ça change avec le sexe, ok, et puis vous voyez qu'il vous faut un score calcique supérieur à 2000 unités à Gaston pour dire que le RAC est sévère. Or, vous avez une valeur prédictive positive qui n'est que de 72%. Ça veut dire qu'un tiers de vos patients on risque de passer à côté. Et on a vu le problème des bicuspidies, c'est vrai, on a vu certaines pathologies qui vont avoir des RAC sévères sans avoir de score calcique élevé. Donc attention, c'est rentré dans les recommandations avec les critères que vous connaissez, et plus vous allez avoir des scores calciques élevés, et plus ça va être sensible en valeur prédictive. Mais attention, c'est surtout réservé je dirais aux challenging group, c'est-à-dire aux RAC qui sont difficiles à évaluer, et surtout, il n'y a pas eu d'évaluation, pas eu d'ajustement aux symptômes dans ces études. Donc, pour les normes, je vous rappelle que la valeur prédictive positive n'est que de 72%. Alors, l'IRM. Alors, on a vu avec Benjamin qu'il y avait l'IRM type rehaussement tardif qu'on voyait avec l'injection de gadolinium, et puis le T1 mapping. Alors, sur les études que j'ai retrouvées, effectivement, on a essayé de voir la prédictivité les complications et la mortalité à long terme chez les patients qui avaient du rehaussement tardif à mi-paroi, bien sûr. Il ne s'agit pas des infarctus qui sont en sous-endo. Donc, on a vu, et ça, c'est quand même pas un scoop, effectivement, que valait mieux ne pas avoir de fibrose que d'avoir de la fibrose. Et on nous dit c'est un élément, une plus-value intéressante
en plus de la fraction d'éjection. Or, effectivement, quand on regarde les fractions d'éjection, si on remonte à 55%, ce qui sera l'ordre des choses, eh bien, la différence n'est quand même pas très importante. Et d'avoir un petit peu de rehaussement tardif chez un patient âgé avec des comorbidités importantes, même chez les sportifs, vous en avez. Donc, quelle est la valeur prédictive? Vraiment, j'en doute. Dans ces papiers, eh bien, il n'y a pas d'ajustement à la sévérité du RAC, ce qui est quand même assez gênant. Il n'y a pas d'ajustement aux symptômes. Alors, si ça se trouve, ce sont des patients qui, en partie, sont symptomatiques. Donc, à ce moment-là, effectivement, on n'est pas très étonné qu'il y ait du rehaussement tardif en IRM. Quant à la fibrose extracellulaire dont on nous a parlé, dans ce papier de Chine, on voit qu'il fallait que les RAC aient au moins 2 mètres par seconde. Alors, on parle de quoi? On parle de RAC ou on parle de sclérose aortique banale? Je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que ça nous permet de dépister de façon infraclinique des dysfonctions et que ça va nous aider à faire un remplacement valvulaire aortique. Alors à 2 mètres par seconde, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et puis surtout, quand on regarde la répartition de cette fameuse fibrose extracellulaire, on voit que quand même, il y a énormément de chevauchement et d'aller sur ces données-là, faire un remplacement valvulaire alors que le malade est asymptomatique, je vous laisse en déduire ce que vous en pensez. Je vais insister, si j'en ai encore un peu le temps, sur le strain, parce que le strain, c'est quand même assez intéressant. Dans les papiers, eh bien, le plus souvent, le problème, c'est qu'on mélange tout. On mélange les patients symptomatiques et asymptomatiques, les patients qui ont des RAC serrés et des RAC qui sont moins serrés, et en particulier dans ce papier, il y a un taux important de patients qui sont symptomatiques. S'ils sont symptomatiques, on n'est pas étonné que le strain soit abaissé. Le strain, on sait, c'est un moyen beaucoup plus sensible d'évaluer une dysfonction infraclinique et bien supérieure à la fraction d'éjection. Mais vous voyez que dans ce papier, tous les quartiles qui sont au-dessus du seuil demandé, c'est-à-dire moins 12,1%, eh bien, ont le même devenir. Donc, effectivement, si en plus il y a des patients symptomatiques dans ce papier, on n'est pas franchement étonné que le strain soit abaissé et ça ne va pas nous aider en quelque façon puisque les patients symptomatiques, par définition, on va les opérer. Puis alors, ce qui est étonnant, c'est que le seuil change. Quand on reprend ce deuxième patient, eh bien, on voit que le seuil il est passé de moins 12,1 à moins 13,75 et qu'en l'occurrence, dans ce papier-là, eh bien, vous avez les Vmax les plus élevés ne prédisent pas la mortalité, ce qui est un petit peu contraire vraiment à tout ce qu'on nous a appris, et que les RAC moyennement sévères et sévères ont le même devenir. Surprise, surprise. Alors, cette grande étude de Julien Magne, qui est une méta, c'est pas une étude, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il a repris tout ce qu'il y avait dans la littérature, et puis, effectivement, dans ce papier, comme dit, il n'y a pas d'épreuve d'effort à l'inclusion, donc on ne sait pas si les malades sont symptomatiques ou pas, ou tout au moins la définition du malade asymptomatique, c'est un coup de téléphone, monsieur avec symptômes, non, merci, voilà. Ils ne sont pas suivis. Et puis, on regarde le devenir de ces malades. Et effectivement, on voit que plus on a un strain bas, et moins c'est bon. Et la sensibilité de 60% avec une spécificité qui est de 70%. Et il n'y a pas d'ajustement à la Vmax. On a une variabilité très importante des valeurs seuil, des cut-offs. On a en plus des papiers qui sortent, récents l'année dernière, on appelle ça State of the Art Paper, c'est-à-dire l'état de l'art, et on nous fait des organigrammes comme ça, on nous dit attention, quand c'est supérieur à moins 18, c'est bon. Quand c'est le strain, entre moins 16,7 et moins 18, eh bien, on le revoit. Et puis après, eh bien, si c'est bas, moins 16,7%, alors que tout à l'heure, dans les quartiles, c'était pareil, eh bien, on lui fait une IRM. Et à ce moment-là, s'il y a du rehaussement, s'il y a de la fibrose, on l'opère. Pas un mot sur les symptômes, pas un mot sur l'indexation éventuelle, l'ajustement à la Vmax. Donc là, une fois de plus, les bras m'en tombent, d'autant que donc on voit cette variabilité. On sait aussi les coefficients de variation, la reproductibilité, qui est quand même pas toujours très simple en strain, entre les patients qui ont l'habitude, entre les praticiens qui ont l'habitude d'en faire et ceux qui sont un peu novices. Et combien de causes on peut avoir de baisse de strain chez un patient âgé qui a
un RAC par amylose, parce que ça serait trop facile, on m'a étalé un tapis rouge pour ça, l'hypertension artérielle, enfin, tout ce qui fait de nos patients, les chimios antérieures, la variabilité entre les machines, hein, important, la reproductibilité et cette variation des seuils. Donc le strain, attention, prudence. Alors les biomarqueurs pour finir, et je vais aller très vite, alors il y avait ce très beau papier de Jean-Luc Monin, qui a été un des initiateurs en fait de ces biomarqueurs, et qui vraiment a fait un travail, je dirais, pour le moins tout à fait réglo, c'est-à-dire qu'il a pris des RAC vraiment asymptomatiques, qui sont vraiment serrés. Et il y a 83% de ces patients ont eu une épreuve d'effort. Donc on sait qu'ils sont asymptomatiques. Et en plus, il a eu le courage de les refaire systématiquement comme on doit le faire, tous les 6 mois, pour voir s'ils ne devenaient pas symptomatiques, avec un endpoint d'essai ou de remplacement. Et puis, il a trouvé effectivement un score qu'il y ait la Vmax, plus la Vmax est élevée, et moins c'est bon, ce qui paraît logique, et le BNP et le sexe féminin. Et ce qui était intéressant dans le suivi, c'est qu'il n'y a jamais eu de mort subite chez ces patients asymptomatiques. Comme quoi, être asymptomatique, c'est quand même un signe de survie efficace. Et en fait, les décès n'avaient rien à voir avec le remplacement valvulaire. Ce papier de Clavel, qui a été celui qui a initié l'introduction du BNP dans les recommandations 2017, qui nous dit qu'effectivement, quand le BNP est au moins supérieur à 3 fois la norme, eh bien, c'est que le patient a une souffrance myocardique importante. Mais dans ce papier, on ne sait pas s'ils sont symptomatiques ou pas. En fait, il y en a 40% qui sont asymptomatiques. Il y a des RAC moyens et sévères. Et puis, il n'y a pas, effectivement, d'épreuve d'effort, ni à l'inclusion, ni dans le suivi. Donc là aussi, restons prudents. Il n'y a pas d'ajustement à la Vmax. Il faut être sûr, avec tous les problèmes, les erreurs possibles d'interprétation du BNP, il faut être sûr que l'augmentation de ce BNP n'est pas due à autre chose que le RAC. Le NT-proBNP, j'en parle pas, ça ne marche pas. Donc, si vous avez un biomarqueur à demander, eh bien, c'est le BNP et pas le NT-proBNP. Et enfin, il y a d'autres marqueurs qui sortent. Effectivement, on parle maintenant de la troponine. Et si la troponine augmente, eh ben, c'est une signature, effectivement, d'un dégât myocardique. Et donc, peut-être qu'un jour, on opérera les gens, on remplacera leur valve sur le taux de troponine. Donc, les messages à retenir, c'est que l'imagerie multimodalité est certainement utile en cas de données discordantes, hein, en cas de difficultés techniques, en particulier dans les valvulopathies mixtes, là où vraiment des fois on peut avoir des problèmes, mais après avoir fait une évaluation tout à fait minutieuse de la sévérité du RAC, ça ne s'improvise pas, c'est un vrai métier, puis il faut vraiment vouloir le faire, quoi. Et je pense que l'utilisation excessive de cette multimodalité, naturellement, va révéler des anomalies. C'est clair, on a des sujets âgés avec des comorbidités, et ça serait dommage de conduire ces patients à des indications de remplacement valvulaire, surtout chez les patients qui sont asymptomatiques. Une fois de plus, ils sont asymptomatiques. Les symptomatiques, on n'en parle pas. Et l'utilisation donc excessive, une fois de plus, de cette multimodalité, qui, vous me l'accorderez, est réservée au centre hospitalier, eh ben, va réduire le rôle du clinicien, c'est-à-dire nous, quoi. C'est nous qui suivons les malades, c'est nous qui les connaissons, c'est nous qui interrogeons la famille, c'est nous qui lui apprenons les signes pour lesquels il va falloir qu'il vienne nous voir, et ça pourrait peut-être en décourager certains sur la nécessité d'évaluer minutieusement un RAC et surtout son retentissement fonctionnel. À l'inverse, si vous suivez cliniquement votre patient en l'éduquant, en faisant une évaluation périodique à l'effort, en réduisant probablement, parce que ça a un coût et vous avez vu que c'est souvent un petit peu critiquable, toute cette imagerie, on peut éviter des risques potentiels d'un remplacement valvulaire qui ne serait pas totalement légitime. Donc je pense qu'avant de se lancer à bride abattue sur ces examens qui sont tout à fait passionnants, j'en conviens, je pense qu'il faut rester prudent et qu'il faut vraiment avoir des études prospectives qui vont comparer la valeur prédictive de ces modalités avec l'évaluation fonctionnelle, parce qu'on fait de l'humain, on est devant des malades, on n'est pas devant du rehaussement tardif, etc. On y en a des patients et notre rôle, c'est de rendre service à nos patients le mieux possible et surtout d'évaluer fonctionnellement leurs symptômes. Je vous remercie de votre attention.